nombre de touristes vont souvent visiter les lieux qui furent jadis des camps hitlériens. La pensée recueillie, le cœur serré, ils maudissent ces monuments d'une barbarie tardive et jurent de lutter pour que le fascisme ne revienne plus. Nous croyons que le jour n'est pas loin où les pèlerins de la démocratie et de la liberté visiteront avec les mêmes sentiments certains autres monuments horribles, ceux de la haine, du déni de la liberté, de la violation de toute notion de démocratie et d'humanité qui font la réalité grecque d'aujourd'hui. Les Macronissos d'hier, les Iura, Aistratis, les dizaines de prisons et d'îlots de déportation actuels. Nous, les 250 détenus politiques de la prison de Corfou, ainsi que les 2000 incarcérés dans les autres prisons, nous avions pris part dans les rangs de la résistance nationale de notre pays, à la lutte commune contre les fascismes et ses alliés. Mais nous n'avons pas pu jouir de la victoire commune. À peine sortis de la grande épreuve que fut la guerre, nous fûmes jetés en prison, victimes de la situation anormale héritée de la guerre et de la politique d'intolérance. Nous y sommes détenus depuis 15 longues années. Nous sommes des combattants des organisations de résistance et de libération nationale, de l'EAM, de l'ELAS, au sujet desquels Radio New York transmettait en 1943. Le EAM, le Front de Libération Nationale, est la seule organisation qui résiste héroïquement à l'occupant. Les partisans grecs montrent au monde entier que la Grèce n'a pas capitulé. Pourtant, votre visite actuelle, que nous saluons sincèrement, trouve les combattants grecs de la résistance enchaînés dans les prisons de notre pays. Nous n'avons pas l'intention de demander, Excellence, aucune intervention contre l'injustice cruelle qui nous est faite par le gouvernement de notre pays. Mais nous sommes en droit de vous dire que vos compagnons d'armes, dans les combats superbes contre le fascisme, ceux qui se sont battus aux côtés des Alliés pour le triomphe des idéaux antifascistes, se trouvent depuis 15 ans dans les prisons et se meurent en gardant la même flamme, la même foi, le même amour de la liberté. En vous assurant de notre dévouement profond aux idéaux de la paix et de la coexistence pacifique des peuples, nous vous prions d'agréer, Excellence, les salutations de nos compagnons d'armes de la résistance grecque actuellement emprisonnés, les 250 détenus politiques de la prison de Corfou. Me voici parvenu avec ma voiture devant le cimetière dont les forces de l'ordre défendent l'accès. À mon approche, ma voiture est aussitôt entourée. Je suis seul au milieu de ce déploiement important, mais je jouis de l'immunité parlementaire. Theodorakis, député. L'accès du cimetière est interdit. Je démarre en trombe. Les policiers s'écartent précipitamment. Je pénètre dans la cour du cimetière. Une centaine de policiers me barrent le passage. Je stoppe, je descends de voiture et j'avance parmi eux. Ils n'osent encore me toucher. Qui commande ? À droite de l'entrée, dans une grande salle, sont rassemblés les parents et les proches de ce Tilis Petroulas. Ils m'aperçoivent et veulent venir à ma rencontre, mais en sont empêchés par le barrage de police. Je désire parler à votre commandant. On me conduit dans un bâtiment voisin. Quel est l'objet de votre visite, monsieur le député ? Je viens d'apprendre que vous vous préparez à enterrer clandestinement l'étudiant Sotiris Petroulas et que le clergé s'y oppose. Silence. Avez-vous permis à la mère de voir son fils ? Et vous allez permettre qu'on l'enterre sans que les siens puissent le revoir, sans qu'il puisse faire sa toilette et pleurer. Et vous allez exécuter des ordres pareils ? Et les autres lois ? Les lois des morts, les lois divines, comme vous direz Antigone. Vous avez bien entendu parler d'Antigone. Ce sont des ordres. En tout cas, ne vous imaginez pas que vous allez pouvoir enterrer Petroulas de cette façon. Ce mort nous appartient. Je téléphone à plusieurs membres de la jeunesse Lambrakis. À tous, je répète à haute voix pour que les autres entendent bien qu'ils doivent se rendre en masse au cimetière. Les Lambrakides ne cessent d'affluer. Hors du cimetière, on attend scander des slogans par la foule qui s'y réunit. À midi, le contre-ordre arrive enfin. Le mort doit être transféré à la morgue où il sera remis à ses proches pour être enseveli. La foule prend maintenant la direction de la maison des Petroulas, dans un faubourg éloigné de la capitale. Des milliers d'étudiants, d'ouvriers, de mères pleurées viennent lui apporter des fleurs. Tous lèvent le poing, exigent vengeance, et les cris des douleurs de la mère vont durer toute la nuit. Ma main court sur une feuille de papier blanc. Des lignes,
des signes abstraits, et soudain, après 1h du matin, il est passé en taxi sur les boulevards d'Amalias, devant le monument du soldat inconnu. D'innombrables lampes éclairaient la place de la Constitution, dépouillant la vie des tours romanesques. Rien, absolument rien n'est laissé percevoir quelque chose d'extraordinaire.
Comme toujours, l'alternance de feux verts et rouges réglait mécaniquement le trafic nocturne. Des autobus bondés, des taxis, des voitures personnelles s'écoulaient dans les courants. Quelques passants nonchalants passaient d'un trottoir à l'autre, flânaient devant les vitrines, regardaient sans les voir les étalages alléchants. Des rires montaient parfois d'un groupe, des réclames en néon, en langue étrangère, s'allumaient et s'éteignaient, et leur régularité monotone n'attirait même plus l'attention. Comme toujours, à cette heure, les terrasses des cafés zonales à ses flocs étaient combles. À une table, un consommateur exposait à ses compagnons, en paroles volubiles et avec force geste, ses pronostics sur les résultats de la campagne électorale dans une localité de la périphérie d'Athènes. Un autre, qui avait vu et consulté des experts compétents, argumentait avec assurance. À mon avis, les faits ne permettent qu'une conclusion. Un coup d'État ne se produira en Grèce qu'avant ou après les élections. Le jeudi 20 avril, j'ai conduisit les membres de notre équipe à la boutique Tetradia, dans Plaka, vieux quartier pittoresque du centre-ville. Georges Zographos et Pierry, une jeune fille d'à peine 17 ans, furent interviewées. Leur déclaration, notée en sténo, au dos d'un paquet de cigarettes, allait se perdre, comme bien d'autres choses dans le Urivari des jours suivants. Tout ce que je me rappelle, c'est qu'elle voulait étudier la musique classique, et lui chantait des ariettes de Handel et des lieder de Schubert. Des graffitis couvraient les murs, un buquet d'espoir et de rêves. Ils provenaient d'enfants, nous dit-on. Ces enfants pensaient à la liberté. Depuis, le local sert à loger des matériaux de construction. Désormais, il n'y a plus d'enfants pour monter les escaliers avec au cœur la peur de se perdre dans les larges allées. La Tetradia, avec ses chansons, les faisait oublier leur épouvante paralysante de réalité cynique. La liberté n'était pas pour eux un mot creux. On supposait que si un coup d'État avait lieu, ce serait après les élections, au cas où Papandréou refuserait de marcher avec la droite et le palais royal. Un plan, mis au point par l'OTAN et appelé le plan Prométhée, entrerait en action.
On y expliquait en détail la manière de s'emparer d'un État et de le paralyser. Il était parfait ce plan. Et il a marché admirablement bien, à cela près que les colonels ont coupé l'herbe sous les pieds des généraux. S'emparer d'un État est une chose, le garder en main en est une autre. La question de l'opposition du peuple avait été réglée provisoirement du moins par l'arrestation éclair de toutes les personnalités et le contrôle des systèmes de communication. Et les salauds se servaient de la radio non seulement pour effrayer, mais pour semer la confusion. Qui sommes-nous ? Nous n'appartenons à aucun parti politique. Nous appartenons à la classe des travailleurs. Nous serons aux côtés de nos frères grecs. Restaient deux risques que les colonels avaient pesés. Si le roi se dressait contre eux, ils tombaient. Si les États-Unis se dressaient contre eux, ils étaient fichus. Mais ils avaient bien jugé Constantin. Il avait cédé comme un morceau de bois vermoulu. L'aviation et la marine étaient prêtes à contre-attaquer. L'amiral avait déjà fait prendre la mer à sa flotte et supplié Constantin de donner l'ordre d'attaquer la junte. Le roi avait refusé en disant qu'il voulait avant tout éviter de verser le sang grec. Oui, les colonels avaient bien jugé leur homme. Les méchants de langue affirment qu'ils avaient aussi fort bien jugé sa mère. Ils avaient choisi pour Premier ministre Constantin Collias. C'était le trop célèbre procureur général de la Cour suprême qui avait écœuré pas mal de gens en s'employant à étouffer l'assassinat de Lambrakis. C'était aussi l'ami et le collaborateur de la reine Frédérica. De ce fait, les bruits selon lesquels Constantin tentait de résister au colonel n'apportèrent guère de réconfort, et tous les espoirs sont morts de leur belle mort lorsque la photo officielle des chefs de la junte a été diffusée dans le monde entier. Au milieu des colonels se tenait tristement le roi Constantin. Le gouvernement américain, lui, s'est dressé comme un géant furieux pour défendre la démocratie et la morale. Après avoir rassemblé toutes ses forces, il a donné une petite tape sur la main des colonels en exprimant l'espérance que la Grèce reviendrait bientôt au système parlementaire. C'était du travail bien fait. Bien sûr, les colonels étaient un peu vulgaires, d'une extraction un peu basse. Les généraux auraient été moins gênants, plus décoratifs. Mais on ne peut pas tout avoir. Citoyennes et citoyens grecs, dans la nuit du 21 avril, le fascisme a frappé notre pays. Les assassins de la démocratie ont aboli les libertés constitutionnelles et les droits démocratiques que le peuple grec avait conquis par son sang et par ses sacrifices. Dirigés et soutenus par la CIA, le palais et le milieu politique et économique les plus fascistes, les plus réactionnaires du pays, les officiers comploteurs et les magistrats parjures ont trompé la nation, utilisant les forces armées pour réduire le peuple grec en esclavage. Ils ont déclenché une vague de terreur et de violence sans précédent, en effectuant des milliers d'arrestations et en fondant de nouveaux camps de concentration et de nouveaux tribunaux. Ils menacent d'assassiner les dirigeants de la démocratie. Ils ont apposé la loi des agents, la loi des tanks, et ont transformé la Grèce en un immense camp où règne la tyrannie. J'ai compris ce que les gens voulaient dire quand ils affirmaient qu'il existe deux Amériques. Il y a l'Amérique du Pentagone et du département d'État qui soutient les Ki au Vietnam et les Papadopoulos en Grèce, et il y a les innombrables Américains que cette politique gêne et met en rage. Dans la rue, les gens venaient à moi et demandaient comment ils pourraient nous aider. Je n'oublierai jamais ce gros et merveilleux chauffeur de taxi qui a arrêté pile sa voiture et qui a traversé la chaussée en courant pour me prendre la main et me dire « Fais-leur en baver, Mélina !» Il avait créé un bel embouteillage et les coups de klaxon furieux se multipliaient, mais il s'en moquait. Les lettres que je recevais avaient changé de ton. Elles venaient de tous les États d'Amérique et c'était toujours la même question. Que puis-je faire pour vous aider ? Et parfois, il y avait dans l'enveloppe un billet d'1 dollar, un billet de 5 dollars. Voulez-vous transmettre ceci aux familles des prisonniers, s'il vous plaît ? Les jours qui ont suivi ont été un enfer. De plus en plus de détails sur la brutalité de la junte, sur les emprisonnements, les déportations. Il est devenu rapidement évident qu'aucun parti politique ne soutenait les colonels. Les arrestations persistantes des politiciens de droite prouvaient que le nouveau maître du pays était isolé et sous peu, il est devenu tout aussi évident que pour survivre, il devrait opérer des purges dans l'armée. Ils se sont attelés à la tâche de bon cœur. En un rien de temps, plus de 2000 officiers ont été congédiés.
La presse était muselée. La censure était absolue. Aucun signe d'opposition active. La Grèce vivait dans la terreur. Et puis est venue la déclaration insensée de Papadopoulos qui a fait frémir d'horreur. Selon lui, la Grèce était malade. Il fallait la ligoter sur la table d'opération et lui faire subir une intervention chirurgicale. Les chirurgiens qui allaient la charcuter, c'était bien lui. J'ai compris que mon pays était entre les mains d'un boucher fou. nous a amenés à l'hippodrome. On nous a entassés dans des chambrées, des salles où étaient vendus les tickets pour les courses de chevaux à 50 et 60 personnes. Alors, nous avons commencé à faire la queue pour l'eau, car il n'y avait qu'un seul robinet. Pour faire notre toilette, il nous fallait attendre de minuit à minuit. Elle se faisait dans les champs voisins. Nous y allions 2 par 2 ou 4 par 4. On nous a gardés là 5 jours. Toutes les nuits, après minuit,
On amenait le détenu à l'extérieur où on les maltraitait. À commencer par M. Elie Assiliou, président du groupe parlementaire de l'EDA, de la Gauche démocratique unie. On lui a mis une mitraillette sur le ventre, on l'a battu pendant une demi-heure. M. Eliou est un homme de bon âge, 63 ans. Il est diabétique et souffre d'une jambe. La dernière nuit, le commandant est venu pour nous faire sortir. Je suis resté dans les derniers et j'ai attendu les coups de pistolet tirés à bout portant sur Panayotis Selis, à qui on avait demandé de crier « Vive l'armée ». Au camp d'Aek, c'est l'Union sportive de Constantinople, un des plus grands clubs sportifs d'Athènes. Les prisonniers ont été réveillés à 2 h du matin par des coups de feu. L'ordre a été donné de se préparer. À Karaiskaki, stade de la région de Phalère, où ont eu lieu en septembre de cette année les championnats européens d'athlétisme, ils ont été réveillés à minuit par des cris de « Soyez prêts en 10 minutes, pas 11 !» Ils n'ont pas eu d'indication sur le lieu où ils allaient. Des camions attendaient. Toute la garde était alertée. Les baïonnettes étaient fixées et les mitraillettes tournées vers nous. Quand les camions se dirigèrent vers Scaramanga, port militaire près d'Athènes, nous avons tous commencé à comprendre qu'une nouvelle histoire de Ioura ou de Macronissos allait commencer. Nous étions 1350 et nous fûmes transportés sur les bateaux de l'armée après s'être passés entre une double haie de soldats armés. La garde du camp escortait le transport. Les gardiens se tenaient à la poupe, braquant les mitraillettes sur nous, les doigts sur la détente. Ils menaçaient les prisonniers qui étaient entassés sur le bateau. L'équipage s'est comporté humainement. Les marins nous ont donné de l'eau et ce qu'ils avaient comme nourriture. Le voyage a duré 7 heures. À Ioura, la gendarmerie nous attendait. Déjà, l'île déserte a été soudainement habitée. Iaros ou Ioura est un grand rocher sans arbres et infesté de rats à quelques milles à l'est du Péloponnèse, en mer Égée. Particularité, il n'y a pas d'eau. L'île est toujours balayée par des vents forts qui rendent souvent son approche impossible, même aux hélicoptères. Et jusque sous l'Empire romain, elle était considérée comme trop inhospitalière pour servir de lieu d'exil. Le colonel Patakos a déclaré « Les détenus gardés à Iaros sont privilégiés. Ils y passent de véritables vacances. Ils se baignent dans la mer, la nourriture est excellente, c'est celle des soldats. Et tout cela aux frais de l'armée. » Les prisonniers ont répondu « Pendant plusieurs jours, nous n'avons mangé que du pain. L'eau qui nous est apportée par les bateaux du Pirée ou de Syros est à peine acceptable comme eau à boire. Nous ne pouvons pas nous laver. La situation est rendue pire par le manque de système d'évacuation. » Il voulait crier. Il ne pouvait plus. Personne n'était là pour l'entendre. Personne ne voulait l'entendre. Et il avait aussi peur de sa propre voix. Il l'étouffait en lui. Son silence explosait. Des morceaux de son corps étaient projetés dans l'air. Et il les ramassait avec beaucoup de soin, sans aucun bruit. Les remettait à leur place pour boucher les trous. Et quand par hasard, il trouvait un coquelicot ou un iris jaune, il les ramassait également, les arrangeait sur son corps comme des morceaux de lui-même. Ainsi, criblé, étrangement fleuri. Voilà un extrait de son dernier cours. La leçon d'aujourd'hui est une leçon d'adieu. À mon plus profond regret, je me vois contraint de vous quitter. Mais cette séparation est le prix de mon attachement aux valeurs que, ma vie durant, j'ai respectées. C'est le prix de l'ambition, qui est aussi la mienne, de conserver à cette chaire la qualité de libre tribune de pensée. Les chaires de notre université ont une longue tradition. Des hommes de valeur les ont honorées en de sombres périodes par leur lutte visant à les conserver libres. Il serait terrible que cette chaire soit rabaissée de mon fait. Je souhaite et j'espère que cette série de cours restera dans votre esprit une vocation pour la liberté. Cette vocation qui doit être la nôtre, à nous, juristes, doit l'être également en notre qualité de Grecs. Il y a
beaucoup de choses qui nous définissent. L'une d'elles est que souvent nous chantons. Ça peut sembler étrange à ceux qui n'y connaissent rien en prison, pourtant c'est comme ça et c'est normal. Cela fait même partie des règles non écrites que les anciens transmettent aux nouveaux. Quand ta peine est trop grande, chante. On chante de plus belle lorsqu'on ne supporte plus l'agonie. Les jours sans angoisse, on ne chante pas. Grâce à la chanson, le poids qu'on a sur le cœur, petit à petit, ce poids qui nous écrase et qui nous recouvre comme une angoisse grise invisible, ça nous soulage. Et ils le savent bien. C'est pour ça que dans certaines prisons, les plus dures, on interdit de chanter. Je chante ou je siffle. De temps en temps, je chante pour ma femme. Si elle m'entendait, ça lui plairait, même si je chante faux. Elle s'y connaît en chanson de prison. Elle l'a vécu aussi. Ici, chanter est un besoin immédiat, un besoin réellement inévitable de l'âme. Un genre de pain quotidien de ceux qui luttent pour ne pas devenir fous. Ça adoucit le monde et lui confère des propriétés rédemptrices. Finalement, en chantant, tu voyages en elle. Nous avons nous aussi nos voyages. Je le dois dire, je suis reconnaissant à ceux qui ont écrit des chansons. Surtout ceux qui en ont écrit des tristes et douloureuses. J'aime chanter Theodorakis. Et même dans ses plus anciennes chansons, c'est comme s'il avait pressenti l'emprisonnement que lui aussi il allait vivre. Alors nous chantons. Lorsqu'on nous écrit, il faut en tenir compte lorsqu'on nous décrit, il faut en tenir compte dans notre description. Je n'ai jamais entendu chanter nos gardiens. Eux, habituellement, ils digèrent. Le 21 août 1967, soit exactement 5 mois après le coup d'État, je suis donc arrêté à Reval, un faubourg d'Athènes. Transféré aussitôt au siège de la Sûreté, rue Boulinas, pour y attendre au 4e étage, dans la cellule numéro 4, la torture et la mort. Après des jours et des nuits interminables, dans un isolement absolu, ce n'est que le 4 septembre qu'on m'a remis du papier et un crayon. J'écris alors 32 poèmes d'affilée. Toutes les nuits précédentes, je les avais passées éveillés, les dos appuyés contre le mur. Tandis qu'à chaque seconde, je m'attendais à ce qu'on vienne me chercher pour me torturer ou m'exécuter. Toute mon existence était en suspens, dans son expectative d'une mort certaine. Mais en créant, je me rendais souvent maître du temps et de la mort. J'étais le temps. C'est pourquoi le style des poèmes que j'écrivis alors, le soleil et le temps, devint celui de la vie et de la mort. J'écrivais d'abord sur les papiers les notes dignes des mélodies populaires que j'aimais beaucoup. Nuit sans lune.
Fouille, puis seconde, troisième, quatrième, cinquième porte. De nouveau la cellule. Par qui dois-je commencer? Le Lambrachides porte des pantoufles. Il marche appuyé sur un bâton. La phalange leur a brisé les os des pieds. Nous sommes à l'annexe de la prison à Verhof. 2 grandes cellules de dortoir. Nous sommes une soixantaine à les occuper. Nuit et jour, j'échante à mes camarades mes plus récentes compositions. Ils transcrivent les paroles. Puis, par groupe, ils viennent auprès de moi pour apprendre les mélodies. Ils sont avides, impatients. Cette musique les rend libres, tout comme moi. L'art, cet art qui nous appartient, est notre force, notre atout. Nos oppresseurs ont leur chaîne. Nous avons pour nous les chansons. Nous organisons des soirées musicales. Discussion avec les directeurs de la prison, Tournas. Jadis, me dit-il, j'ai fredonné une de vos chansons, Stoppeliali. Stoppeliali, ton cri fort.
ou en déportation, j'ai malgré tout la liberté d'obéir à mes geôliers. C'est M. Marceau qui l'affirme. J'ai beau porter un bâillon, j'ai malgré tout l'autorisation de pousser des gémissements. C'est M. Marceau qui l'affirme. L'Institut Bouboulinas assure aussi l'expansion de notre économie nationale. C'est M. Marceau qui l'affirme. Paria, Ignare ou Forçat, avez-vous déjà vu un peuple être esclave de la liberté? C'est M. Marceau qui l'affirme. Peu avant qu'il ne vienne me voir, l'Office du tourisme grec m'avait déclaré traître à mon pays. Pendant sa visite, M. Vranopoulos a adopté une attitude pleine de sympathie. Il venait en ami pour me demander de garder le silence. Je compliquais la vie de tout le monde, y compris la mienne. Je lui montrai une coupure de presse. Dora Stratou avait été arrêté. Dora Stratou. Personne au monde ne s'était donné autant de mal pour préserver l'héritage culturel de la Grèce. Si vous renoncez à votre campagne, nous allons la libérer. Et les autres prisonniers? Vranopoulos a alors piqué une colère folle. Vous l'aurez voulu. Vous nous obligez à être durs. Dans la matinée du 12 juin 1967, de très bonne heure, le téléphone. Ah, cette sonnerie. C'était un journaliste qui appelait d'Angleterre. Madame Mercouri, Messier Patakos, ministre grec de l'Intérieur, vous a déclaré ennemi du peuple. Il a dit que vous faisiez un tort considérable au pays du point de vue moral et économique. Vos biens seront confisqués et vous perdez la nationalité grecque. Pendant une seconde, je n'ai pas pu parler. Et Madame Mercouri, vous avez un commentaire à faire? Je me suis efforcée de retrouver ma voix. Madame Mercouri, Patakos a déclaré que vous n'êtes plus grec. Avez-vous un mot à dire? La parole m'est revenue. Je suis né grec. Je mourrai grec. Monsieur Patakos est né fasciste. Il mourra fasciste. Étudiants grecs, rangez-vous dans les armées de la démocratie, partout, dans les écoles, dans les quartiers, à la ville, au village, que chacun devienne les porteurs de la résistance contre la dictature, les porte-drapeaux des idéaux qui enflamment nos cœurs à tous, de la liberté, de la démocratie, de l'indépendance nationale. Organisez partout la lutte contre l'obscurantisme qu'essayent d'imposer les gens du Moyen-Âge et de la Grande Acquisition. Organisez la lutte contre les régimes du crime, de l'arrestation, de l'exil et de l'emprisonnement. Organisez la lutte pour le relâchement de nos confrères étudiants détenus dans les prisons ou en exil, et pour la mise en liberté de tous les prisonniers politiques. Du 20 au 23 novembre 1968, s'est déroulé devant le tribunal militaire spécial d'Athènes le procès de 16 étudiants, 14 jeunes gens et 2 jeunes filles. Les faits reprochés aux accusés arrêtés depuis le mois de mai 1968 ne dépassaient pas le cadre des actions de propagande. Les témoins à charge sont les policiers qui ont mené l'enquête. 6 suspects qui apparaissent de tels témoignages, ils furent cependant retenus. Les tortures avaient été utilisées systématiquement au cours de l'enquête préliminaire. Ces tortures sont multiples et raffinées. Arrachement de cheveux, simulacre d'enterrement et d'exécution, enfermement avec des chiens, claustration dans des cellules humides et sans lumière, au secret le plus absolu, phalanga, la victime est allongée sur un banc, les pieds dépassant et reçoit sur la plante des pieds une bastonnade prolongée jusqu'à lui rendre la marche impossible, immersion, coup, etc. Le tribunal prononça 11 peines de prison ferme, 3 de 21 ans, 2 de 16 ans, 2 de 14 ans, 2 de 10 ans et une de 5 ans. Peine dont il est inutile de souligner la disproportion scandaleuse avec les faits retenus. Interrogatoire de Athanasios Athanasiou, 22 ans, étudiant en droit, condamné à 21 ans de prison. Je suis accusé de participation à l'organisation Origas Fereos. Je déclare que mon opposition à la dictature a été le fondement de mes actions parce que je crois qu'une société doit reposer sur une base démocratique et non sur l'armée. Je déclare hautement que je suis communiste. On nous accuse d'avoir cherché à prendre le pouvoir à l'aide des moyens violents. Tel n'était pas notre but. On nous accuse de vouloir prendre le pouvoir simplement parce que nous parlons du respect de la Constitution. Lorsqu'on réclame des libertés élémentaires, est-ce que cela peut faire peur aux citoyens? Ce que vous appelez la révolution du 21 avril 1967 était un coup de force illégal.
Or, la désobéissance à un pouvoir illégitime n'est pas un crime. Pouvez-vous préciser les buts de votre organisation? Voulez-vous faire tomber le gouvernement? Oui. Par quels moyens? Avec des manifestations et des tracts? Chacun sait que vous avez l'habitude de vous servir de moyens violents. Cela dépend de moyens employés par le gouvernement. Interrogatoire de Yanavakis, 22 ans, étudiant en droit condamné à 21 ans de prison. Comment comprenez-vous l'exercice de la démocratie? La démocratie peut s'exercer lorsque le peuple se trouve dans des conditions qui lui permettent d'exprimer librement son opinion. Qui vous a instruit dans l'organisation? Ma conscience. Ce que j'ai fait, je l'ai fait seul et dans ma propre volonté. Il est temps que je précise que les méthodes ont été utilisées pour m'extorquer mes déclarations. On m'a attaché sur un lit, on m'a mis un bâillon sur la bouche. C'est alors qu'on a commencé à me battre. On m'a fait subir le supplice de la phalange. Je précise que pendant toute cette période, j'étais détenu dans l'isolement le plus complet. Panagoulis est maintenant debout, ses mains nerveuses appuyées sur la barre. Pour essayer de me faire parler, on a utilisé des méthodes de l'Inquisition. J'ai été torturée, bastonnade sur les plantes de pied, brûlures et tortures sexuelles. La déposition que l'on présente écrite de ma main est un faux. Depuis le début du procès, l'accusation se fonde sur des faux. On a tenté de me mêler à des personnalités grecques et étrangères à cet attentat. L'instigateur moral de notre activité, c'est le coup d'État du 21 avril 1967, et non les hommes politiques. C'est notre credo idéologique, notre foi dans l'homme, la liberté et la démocratie qui nous ont fait agir. Si notre organisation s'appelle Résistance grecque, c'est pour qu'elle ne soit prisonnière d'aucun parti politique. Ses mains se crispent sur la barre, il se redresse encore davantage, fixe le président et s'écrie. J'ai organisé et exécuté moi-même l'attentat contre le Premier ministre. J'en assume toute la responsabilité. Je connais la peine que me réserve la loi. Le plus beau chant du cygne du combattant de la liberté, c'est son dernier râle devant le peloton d'exécution. La violence engendre la violence. La junte militaire sera renversée. Après moi, je sais qu'il en viendra d'autres et qu'ils réussiront ce que je n'ai pu faire. Liapis a ouvert sa serviette noire et commencé son réquisitoire. Les communistes, dit-il, je les connais, eux, leurs méthodes. Il est vrai que depuis la guerre civile, il les pourchasse avec acharnement. Sa théorie simpliste est celle-ci. Le seul ennemi de la Grèce, c'est le communisme. C'est une sorte d'idée fixe chez lui qu'il tourne dans tous les sens et enfonce à longueur de réquisitoire. Je connais les communistes et leurs méthodes. Est-ce que je peux vous dire que nous sommes en face du communisme? Résistance grecque n'avait pas pour but de renverser seulement le gouvernement actuel, mais bien notre régime social et toutes nos institutions. N'est-ce pas ce que recherchent depuis toujours les communistes? Ils ne sont pas seuls. Derrière eux, il y a tous les messieurs d'Europe, étrangers, émigrés, organisations internationales, qui par leur propagande ont armé une main criminelle contre notre cher Premier ministre. Il se tourne vers Panagoulis. Je réclame contre lui la peine capitale.
poursuit à un rythme de plus en plus fou. Oslo, Helsinki, Stockholm, le 1er mai, un défilé de 200 000 personnes. Olof Palme, futur Premier ministre, me fait l'honneur de marcher avec lui à la tête du défilé. Le plus vaste stade de Suède, un immense drapeau grec, un autre sur l'estrade où Olof Palme monte. Il parle, puis Anita Björk. Je chante Métopo de Mikis, la liberté ou la mort. Poussé par une impulsion soudaine, je trouve la force d'agiter le drapeau. Un tonnerre d'applaudissements. Dans les journaux, on lit attentat contre l'étudiant gauchiste Rudi Dutschke. Il est à l'article de la mort. Amsterdam, La Haye, création d'un fonds de secours international pour la Grèce. Monsieur Van der Stoel, son président, lutte infatigablement pour la liberté de la Grèce. Rapporteur au Conseil de l'Europe, il se bat pour en faire expulser ces pays. Il n'y réussit pas. Pas exactement. Mais la Grèce des colonels donne finalement sa démission après avoir appris que l'expulsion serait votée. Enfin Paris. Jean-Paul Sartre me promet son aide. Jacques Duhamel aussi. Le Géné à l'Union des artistes. Réunion à la mutualité. Alain Cuny, Pierre Colombo, Sacha Pitoef m'encouragent par leur bonté. Éric Rouleau me témoigne amitié et sympathie. Salle Pleyel. Serge Reggiani, solide comme un roc. Rencontre avec Mendes France, André Malraux, François Mitterrand, Daniel Meyer. Conférence de presse interrompue par des cris. Ceux qui sont dans les prisons grecques méritent d'y être. D'autres cris répondent. Foutez les camps, dehors les fascistes. La conférence reprend. Ma liberté, longtemps je t'ai gardée comme une perle rare. Ma liberté, c'est toi qui m'as aidé à larguer les amarres. Pour aller n'importe où, pour aller jusqu'au bout des chemins de fortune. Pour cueillir en rêvant une rose des vents sur un rayon de lune. Ma liberté devant tes volontés, mon âme était soumise. Ma liberté, je t'avais tout donné, ma dernière chemise. Et combien j'ai souffert pour pouvoir satisfaire toutes tes exigences. J'ai changé de pays, j'ai perdu mes amis pour gagner ta confiance. Ma liberté, tu as su désarmer toutes mes habitudes. Ma liberté, toi qui m'as fait aimer même la solitude. Toi qui m'as fait sourire quand je voyais finir une belle aventure. Toi qui m'as protégé quand j'allais me cacher pour cacher mes blessures. Ma liberté, pourtant je t'ai quitté une nuit de décembre. J'ai déserté les chemins étoilés que nous suivions ensemble. Lorsque sans me méfier, les pieds et poings liés, je me suis laissé faire. Et je t'ai trahi pour une prison d'amour et sa belle geôlière. Et je t'ai trahi pour une prison d'amour et sa belle geôlière. Sartre, je hurle. Tu m'écoutes? Je sais qu'un Vietnam existe. Je suis minuscule devant le feu de l'enfer. Mais je te jure, Sartre. Je te jure que nos journées dans cette préfecture sont les graines vénéneuses d'un autre Vietnam. Ces bâtiments, tu pourras l'apercevoir si tu viens te promener un jour à Athènes. De milliers de gens passent devant ces portes, mais ne lèvent jamais les yeux. Les uns parce qu'ils ont peur, les autres par ignorance. Souvent, devant cette préfecture, une moto, moteur allumé, ne démarre jamais. Son bruit couvre les hurlements.
Les moteurs s'arrêtent quand les bourreaux vont boire un verre de bière bien fraîche au café du coin. C'est à toi que je m'adresse, Sartre. Nous avons appris à te connaître en lisant tes livres, en écoutant ta voix. À Paris, je rencontre un homme qui arrive d'Athènes. Il décrit l'amertume des Grecs. Il craint pour eux la résignation devant la défaite. Il parle de ses amis en prison. Il retourne le soir même en Grèce. Il souligne que la résistance a besoin d'argent. Le lendemain, un autre Grec vient me voir. Il prétend qu'il est envoyé par l'ambassade soviétique à Paris et il m'invite à faire en Russie les mêmes conférences que j'ai faites en Europe et aux États-Unis. Je lui rappelle que le commerce s'accroît entre la Grèce et l'Union soviétique. Il esquive le problème. C'est la dure réalité de la vie politique, me dit-il, et il m'assure que lorsque je serai en Russie, je verrai bien vers qui vont les sympathies de tous. Je réponds que j'irai, mais à la condition que je puisse parler aussi librement que dans tous les pays occidentaux. Conférences de presse, réunions publiques, radio, télévision, sans aucune censure. Il est certain qu'on acceptera mes conditions. Il en parlera à l'ambassade et il reviendra me voir. Je n'ai plus jamais entendu parler de lui. Il m'était impossible d'oublier. Allongé sur les bancs, le garçon dont la poitrine était maculée de sang. Nous le regardions sans savoir comment on l'était. Lui, il riait et nous donnait du courage. Et nous regardions les taches rouges comme hypnotisés par elle. On lui posait un garrot pour arrêter l'hémorragie et de l'écume sortait des blessures comprimées. J'ai couru au portail. Le blindé de la police tirait depuis la rue du 3 septembre. Ceux qui restaient ramassaient le reste de ce qui avait brûlé. De temps en temps, un cri « Bravo les combattants! Bravo les héros de 1821 !» À côté de moi, se trouvait quelqu'un qui criait et encourageait ceux de l'extérieur. Il me sembla qu'il considérait comme de son devoir de soutenir avec ses exhortations tous ceux qui s'arrêtaient un instant pour respirer avant de se précipiter de nouveau dans les feux, dans l'obscurité. C'était un spectacle tel que je me disais que maintenant je pouvais mourir. Quand la mort touche le plus grand nombre, ce n'est plus la mort. Et j'aurais voulu mourir avec les 200 qui étaient dehors. Une fille près de moi éclata en sanglots. Elle criait qu'elle ne supportait pas la vue du sang. Elle crevait de peur et de sérieux. Plus je la regardais, plus j'éprouvais de la compassion pour elle. Elle avait l'air complètement perdue devant tout ce qui se passait sous ses yeux. Je la pris dans mes bras et lui dis « N'aie pas peur, ici dedans tu ne risques rien. » Le garçon de tout à l'heure la réconforte. Nous défendons solidement le portail, nous ne les laisserons pas passer. Nous avions appris qu'il y avait des mouvements de tanks en direction de Polytechnique. Pourtant, nous croyions qu'il s'agissait d'une tentative d'intimidation terroriste. Les grenades lacrymogènes qu'ils nous avaient lancées étaient la preuve qu'ils avaient perdu leur sang-froid. Ils voulaient semer la panique et disperser les milliers de gens venus à notre rescousse. Les rumeurs sur lesquelles se créaient des foyers de diversion nous encourageaient. Je regardais ma montre. Il était 11h30. À cette heure-là, le poète était planqué bien à l'abri. Mais plus tard, quand ils sortiraient pour prendre l'air à leur petite composition, ils affirmeraient, eh bien oui, que l'école polytechnique appartenait au silence. Mais l'école polytechnique ne leur appartient pas. Et je ne pouvais pas, à 11h30, imaginer la fin de cette nuit. On chantait l'hymne national, les tirs rendaient difficile aux véhicules de la Croix-Rouge les stationnements devant la porte. Nous avions beaucoup de blessés graves, plusieurs morts. La loi martiale avait été proclamée. Des tanks se dirigeaient vers nous. Mais nous, la division des braves, nous allons les reposer nos mouchoirs en papier et nos cigarettes, nos chocolats et nos biscuits. Le tank avançait. La vague refluait vers l'arrière, m'entraînait. Les mains enfoncées dans les poches de mon manteau, je courais avec dans les oreilles mes gémissements, quelque chose qui ressemblait aux hurlements d'un animal. J'essayais de m'enfoncer en moi-même pour trouver le salut. Devant l'école d'ingénieurs, je me recroquevillais dans un coin pour pleurer. Quelqu'un se retourna et me dit « Courage, camarade !» Je me relevai droite sur mes jambes. Je retirai mes mains de mes poches et arrangeai mes cheveux. Je voyais le tank avec ses gueules tournées vers l'école d'architecture. Les soldats prenaient position. Un galonnet criait des ordres. Je vis la rue Totitsa pleine de flics. Les soldats, semblait-il, tiraient. Nous nous crions les uns aux autres de nous asseoir par terre. Je reste figé sur place et j'attends. L'espace de 2 ou 3 secondes régna un silence de mort. La retraite commence.
Mains en l'air, par petits groupes. Entraîné par la foule, j'avance sous les coups de crosse des soldats. J'attends qu'on me tire dans le dos d'une minute à l'autre. Je sens mon épine dorsale, vertèbre par vertèbre, et la terreur qui les retient tous ensemble. Je m'en mêle les pieds, je bascule en avant, je manque de m'écrouler, je passe le portail. Je marche sur du sang et des tracts. Les soldats nous huent et frappent de leurs godillots sur la chaussée. Et nous avançons, tête baissée, trébuchant et tremblant. À l'angle de la rue Taussitz, deux types de la sûreté m'attrapent par les cheveux. Alors que je tente de leur échapper, un soldat me saisit par le bras. Je vois des larmes dans ses yeux. Il me chuchote quelque chose, mais sans avoir le temps de finir. Les flics le repoussent. J'essaye de résister, étourdi par la douleur. Je les laisse me traîner vers le panier à salade. Il me frappe au ventre, il m'adosse à la portière et m'envoie des coups de poing dans la figure. Il me jette sur un siège et je m'abandonne à la vague de chagrin qui me submerge. Le garçon à côté de moi me prend dans ses bras. Communauté grecque des Alpes-Maritimes pour son accueil. Oui, merci, bravo. À Caterina, à Sylvie, à Stéphane et à tous les membres de l'association, merci beaucoup pour votre accueil chaleureux, votre présence aujourd'hui aussi dans cette dévoile des mémoires qu'on a voulu partager avec vous et exercer avec vous. Merci beaucoup d'être venu, exercer avec vous. Merci beaucoup d'être venu.